Construire un site Internet, c'est comme construire un immeuble. Mais est-ce que ton immeuble va avoir plus de valeur si tu le construis en campagne ou au centre-ville de Montréal? Et la publicité et aller chercher des clients, c'est littéralement posséder la localisation idéale. Et très, très souvent, c'est un point qui est négligé par beaucoup d'entreprises. Donc, on est de retour au podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires. Et si vous avez la chance d'écouter cet épisode en direct sur YouTube, vous pouvez voir à quel point Jonathan Léveillé possède un beau veston ce matin. Donc, je vous invite à aller écouter nos épisodes sur YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et plus sérieusement, aujourd'hui, Jonathan, on veut parler d'un cas pratique qui s'est déroulé où toi et moi, la semaine dernière, on était en discussion avec un prospect potentiel pour un projet. C'est rare des fois qu'on fait entre parenthèses, on pourrait dire comme ça, des pitchs communs, toi et moi, ensemble. Mais là, c'est arrivé pour une fois. Et je pense que c'est un cas assez intéressant qu'on peut partager avec notre audience aujourd'hui. Absolument. On va rester quand même sous un aspect confidentiel parce qu'il y a des morceaux là, que le prospect qui est venu nous voir veut garder confidentiel. Donc, on se fait souvent approcher chez OpenMind et dans le cadre de l'offre Dev2CEO pour aider des entrepreneurs qui ne sont pas technologiques à développer leur idée jusqu'à un succès de commercialisation. Et souvent, quand qu'on reçoit cette idée-là ou qu'on se la fait présenter, le prospect de l'autre côté ou la personne qui a l'idée pense que c'est vraiment une problématique de technologie à solutionner. Nous, on est bon dans cet aspect-là technologique. On a quand même certaines structures pour faire réfléchir le prospect sur le côté commercialisation. Et là, quand j'ai vu l'idée du client, bon, il y a un marché, ça fait du sens, mais maintenant, il y a vraiment un aspect commercialisation à explorer et c'est souvent l'aspect qui est négligé de l'autre côté. Et là, je dis, faut qu'on parle avec Antoine, faut qu'on amène Antoine dans la discussion. Et c'est là qu'on a commencé à avoir une discussion à ce moment-là à trois. Et Antoine, tu as analysé un petit peu le cas et ça m'a vraiment épaté la rapidité à laquelle que tu étais capable de voir où sont potentiellement les points de friction dans partir de cette idée-là et l'amener à une commercialisation à succès. Et c'est un petit peu ce que je voulais qu'on jase aujourd'hui pour peut-être transmettre cette connaissance-là aux gens qui nous écoutent et qui se disent « Hey, j'ai une idée, là, je veux développer une application mobile, un commerce en ligne, une application SaaS, peu importe. » Et souvent, là, on se dit, ben, c'est un problème techno, mais la vraie réalité, c'est souvent un problème de commercialisation. Et là, Antoine, tu as sauté à pieds joints dans la discussion et tu as analysé ça et en dedans de 30 minutes, tu as vu plein d'endroits que nous, on n'avait pas nécessairement vus de par ton expérience. Et je pense que ça vaut la peine de le partager un petit peu là, quand tu as regardé ce cas-là. Qu'est-ce que tu as vu et c'était quoi les enjeux premiers qui tu t'es dit, d'après moi, ça, va falloir attaquer ça en premier parce que si on ne trouve pas la clé pour débarrer cette serrure-là, le projet n'est pas viable au final. Bien, clairement, je pense que, et c'est ce qu'on essaie beaucoup de travailler avec nos collègues à l'interne de plus en plus, c'est de développer ce qu'on appelle un anglicisme pour ça, le business case, avant de rentrer dans un projet. Parce que la publicité sur les différentes plateformes numériques, que ce soit Google, que ce soit Facebook, un petit peu plus tard, on risque de parler d'Amazon, essentiellement, à la fin de la journée, ce qu'on recherche en tant qu'organisation, c'est de trouver ce fameux retour sur investissement qui va nous donner la confiance d'investir davantage sur ces différentes plateformes-là. Et pourquoi je parle de publicité ici? Parce que c'était un peu le cas, c'est-à-dire c'est une organisation qui avait des très, très gros antécédents retail, qui voulait se lancer en ligne. Est-ce que la publicité peut marcher pour eux? Et c'est un petit peu ce que toi et moi, on a analysé la semaine dernière ensemble. Et très souvent, malheureusement, ce fameux business case de commercialisation en ligne n'est pas analysé au bon moment. N'est pas analysé au bon moment. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a du succès en retail, on pense que ce succès-là va se traduire en ligne, mais c'est deux jeux totalement différents. Et souvent, une des erreurs qu'on voit, c'est et comme tu l'as mentionné, un très, très gros travail de recherche, d'analyse, de construction de site Internet, d'infrastructure en ligne pour s'assurer qu'on soit capable de bien livrer le matériel va être fait, va être mis en pratique, le site web va être fonctionnel. Et quand tout ça est fonctionnel, ben là, on se pose des questions. Comment qu'on va chercher des clients maintenant? Avant même de se poser la question si aller chercher des clients à un coût raisonnable était possible. Et c'est un petit peu l'exercice qu'on a fait ensemble. C'est de comprendre que on peut faire même quasiment une analogie avec de l'immobilier ici. Construire un site Internet, c'est comme construire un immeuble. Mais est-ce que ton immeuble va avoir plus de valeur si tu le construis en campagne ou au centre-ville de Montréal? Et la publicité et aller chercher des clients, c'est littéralement posséder la localisation idéale. Et très, très souvent, c'est un
point qui est négligé par beaucoup d'entreprises. Et il y a des calculs très rapides qu'on peut faire pour savoir si un projet est viable sur de la publicité payante ou non. Et je pense que c'est ça qu'on a fait avec le prospect qu'on rencontrait, qui avait beaucoup d'ambition, mais qu'au final, le business case est possible, mais donc difficile et va être très onéreux. Et je trouve intéressant l'analogie avec l'immobilier parce que de notre côté, on donne souvent cet exemple-là qu'on dit c'est comme construire un Costco. Et quand on lance à ce moment-là l'application mobile, le SaaS, le commerce électronique, le jour 1, le Costco, il est dans le désert. Là. On part loin, 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 loin de la population. Et là, il faut travailler pour soit amener la population proche du magasin ou créer un train pour amener des gens ou un avion avec un aéroport. Donc, il y a beaucoup, les gens pensent souvent que dès qu'on met ça en ligne, qu'on allume à ce moment-là la fameuse, excusez-moi l'expression, switch, que les gens vont arriver puis que ça va fonctionner. Non, c'est vraiment là que la game commence, que la problématique commence. Et comme tu dis, Antoine, c'est important de devancer le plus possible cet élément-là, de faire le business case ou l'analyse de comment on va attirer des gens dans notre Costco, comment on va les amener, puis comment on va les intéresser à revenir souvent, parce que c'est pas juste de venir une fois, mais c'est de revenir de manière récurrente souvent qui est le problème, parce que les faire venir juste une fois, ça coûte extrêmement cher et c'est souvent dans la récurrence qu'on va arriver dans des chiffres qui font du sens entre le coût d'acquisition client et la valeur moyenne que ce client-là va nous apporter dans sa vie de consommation, dans ce qu'on aura développé au bout de la ligne. Et parlant de business case, je pense que ça peut être intéressant un petit peu parce que c'est ce qu'on veut vraiment essayer de partager avec notre audience aujourd'hui, c'est de se dire comment faire ce fameux business case-là. Et la vérité, c'est que ça pourrait être à peu près 10 épisodes d'à peu près 1 heure chacun. Donc, on va essayer de condenser ça aujourd'hui pour le faire simplement avec notre audience. Mais je trouve que cette discussion-là tombe à point parce que littéralement, hier, j'avais une connaissance proche à moi qui était en train de regarder peut-être pour vendre son organisation qui est dans le commerce en ligne et il m'a dit, Antoine, toi, quand tu achètes des boutiques en ligne, parce que ça m'est arrivé quelques fois, quels sont les éléments que tu regardes en premier à savoir si l'entreprise est viable et l'entreprise peut être achetée? Je pense que ces éléments-là se prêtent également à se dire, est-ce qu'on est prêt à, à se lancer littéralement dans le commerce en ligne? Donc, une des premières choses qu'on se pose comme question ici, c'est est-ce qu'une une viabilité sur l'intégration de canaux publicitaires? Ça, c'est la première question qu'on se pose, c'est-à-dire, est-ce qu'au final, nous, en 2023, en voyant le coût que ça coûte pour faire de la publicité sur Google, le coût engendré pour faire de la publicité sur Facebook, on considère que ça peut être un bon investissement d'aller injecter des montants sur ces différentes plateformes-là pour aller chercher des parts de marché? Ça, c'est une des premières questions qu'on se pose. Et comment qu'on peut y répondre à cette question-là? C'est simple. À quoi qu'on s'attend comme panier moyen? À quoi qu'on s'attend comme panier moyen pour l'entreprise avec laquelle qu'on va travailler. Si l'entreprise avec qui qu'on va travailler va avoir un panier moyen qui va se situer entre 10 et 20 dollars et qui, globalement, on pourrait dire peut-être va être en bas de 50 dollars et que, comme tu le dis, les achats dans cette catégorie-là ne sont peut-être pas récurrents, ben là, automatiquement, c'est un drapeau rouge ici. Là. Il y a un enjeu qui se déroule parce que la publicité est tellement rendue dispendieuse en 2023 que si on ne possède pas un panier moyen élevé au moment de la première transaction, je dis bien au moment de la première transaction parce que si cette valeur long terme client-là s'intègre sur à peu près 18 mois, c'est-à-dire qu'on a besoin de plusieurs petites transactions à 10, 20 dollars qui vont survenir à tous les 2 mois et qui au final sur 2 ans donnent une valeur long terme au client intéressant, c'est jouable, mais ça va prendre du financement externe. Ça va prendre du financement externe parce que pour financer ces premières, ces deuxièmes, ces troisièmes transactions-là, ça va être excessivement difficile parce que le coût pour aller chercher ces clients-là va être plus élevé que la valeur de la transaction au départ. Donc, ça, c'est une des premières choses qu'on pose à un client, c'est de se dire dans quelle dynamique tu te situes en ce moment. Est-ce que tu vas chercher du capital externe pour aller encore plus vite? Si la réponse est oui, peut-être que tu es capable de financer tes 2, 3 premières transactions, ce que beaucoup d'entreprises dans le domaine technologique vont faire. C'est-à-dire, ils connaissent leur modèle d'affaires, ils savent qu'ils vendent une offre récurrente. Donc, assumant que leur offre récurrente est à 100 dollars par mois et qu'ils savent que leur client va rester en moyenne peut-être 15 mois, mais au final, ils vont faire 1500 dollars de profit plutôt de vente brute de logiciels. Mais ils sont capables de se dire, parfait, on va être prêt à investir peut-être 6, 7, 800 dollars pour aller chercher un client. Donc, ils vont perdre, entre parenthèses, de l'argent sur les 6, 7 premiers mois avant de commencer à en faire au mois 8 ou au mois 9. Et c'est pour ça souvent que ces organisations-là vont chercher du capital externe pour se permettre ce fameux modèle d'affaires. Dans un autre contexte où est-ce que tu n'as pas de capital externe et que
tu as de l'argent à investir, mais pas comme nécessairement des banquiers, on va dire ça comme ça. Mais il faut que tu trouves une manière que sur la première transaction, est-ce que tu es capable d'en faire du profit ou du moins de ne pas perdre tellement d'argent? Et si la réponse est non, ben là, automatiquement, ça, c'est un des premiers freins dans ton business case, c'est de se dire, écoute, la publicité sur Google, sur Facebook, c'est de plus en plus dispendieux. On parle plus nécessairement de marketing numérique à proprement dit, mais vraiment de publicité de manière globale. C'est plus tellement vrai de dire que le média traditionnel est tellement plus cher que le média numérique avec ce qui se déroule. Donc ça, c'est une des premières réflexions que les gens qui se posent des questions sur une commercialisation en ligne, pardonnez-moi, doivent se poser. Est-ce que, de un, j'ai les fonds pour financer des transactions pendant 6 mois à perte? Et si j'ai pas les fonds, quelle est la valeur de mon panier? Est-ce qu'elle peut être absorbée sur la première transaction ou sur le premier investissement plutôt? Donc, ça, tu vois, c'est une des questions, Jonathan, qu'on s'est posée la semaine dernière qui était importante. Et si la réponse est non, ça fonctionne pas, ben, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste des canaux organiques qui vont prendre beaucoup de temps à se mettre en place. Il nous reste les marketplaces qui peuvent être un excellent endroit pour commencer d'ailleurs, les Amazon de ce monde, les Walmart de ce monde, les Costco de ce monde. Mais même à un certain point, ces plateformes-là vont vous inviter à investir pour aller chercher encore plus de parts de marché. Mais c'est très, très important de se poser ces questions-là jour 1, avant même la construction de l'infrastructure web, parce que ça peut être la différenciation au final entre une entreprise qui va fonctionner et une entreprise qui ne veut pas, qui ne fonctionnera pas. Et dans ce cas-là, c'était un cas où la valeur de la transaction moyenne était très faible, qui fait que pratiquement tous les canaux publicitaires payants étaient en un coup d'œil. Puis toi, tu l'as vu tout de suite, Antoine, c'est complètement discarté. Donc, tout ce qui est payant, ça fonctionnait pas au niveau des chiffres. Et là, il faut, comme tu dis, se Dans un rabattre. contexte où il n'y a pas de financement externe. Absolument, mais exactement. Par contre, s'il y a un financement externe, on va brûler de l'argent pendant longtemps, puis on n'est pas certain Exact. que la valeur moyenne du client va être bonne à terme, puis qu'on va être capable de faire une business rentable. Et la beauté de la chose, d'avoir un expert comme toi autour de la table dans ce genre de discussion-là, c'est qu'Antoine connaît les outils pour aller voir un peu chez la compétition de ce genre d'idées-là, c'est quoi les publicités qui sont placées en ligne. Et là, Antoine a été capable de jeter un petit coup d'œil et de dire, ben, je vois que tel compétiteur ne place peu ou pas de publicité en ligne, ce qui nous confirme un peu les hypothèses que la publicité payante dans ce genre de modèle d'affaires-là, le business case, ça fonctionne pas ou pratiquement pas. Donc, ça donne des évidences là, que les hypothèses sont fort probablement fondées dans ce cas-là. Et ce que tu recommandais, c'est de probablement se rabattre au départ sur un Amazon de ce monde pour pas avoir à investir en infrastructure, donc en site web, en serveur et tout le reste. Et on commence à tester le marché dans ce genre de cas-là. Donc, je trouvais intéressant l'approche que tu apportais d'aller voir un peu la compétition, qu'est-ce qu'il faisait en termes de publicité, en termes d'organique. Et après ça, d'aller voir s'il y a des alternatives qui peuvent être amenées à la table tel Amazon. Est-ce que tu as vu beaucoup de clients en date utiliser d'autres marketplaces qu'Amazon comme Walmart? On voit que Best Buy se positionne aussi. Est-ce que c'est des marketplaces qui sont peu exploités, donc il y a du potentiel parce que personne n'est là, donc il y a une ouverture? Ou je serais curieux de voir un petit peu si tu as vu de l'expérience là-dessus dans les derniers trimestres. Bien sûr, ben clairement qu'il y a du potentiel. Je pense que c'est même un des endroits les plus intéressants à aller regarder. En toute honnêteté, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour vous au départ, mais je crois qu'il y a beaucoup à jouer sur ces différentes places de marché-là parce qu'il y a une intention d'achat comparativement aux différentes plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok où il n'y a aucune intention d'achat. En toute honnêteté, par contre, je ne suis pas un expert en la matière, mais clairement, si j'avais un test de vente en ligne, ce serait là que je commencerais. Peut-être également, pour continuer, Jonathan, dans cette lignée-là, aimerais-tu que je te parle des 4-5 points que je disais à mon collègue qui me disait comment vendre, quels sont les points importants que tu regardes pour... parce que je trouve que ça fait écho un petit peu à la conversation qu'on a eue la semaine dernière ensemble. Là. Mais allons-y, c'est parti. Et tu vois, l'ami me pose la question, il me dit, je veux vendre mon organisation. Moi, comme j'ai fait quelques transactions, je lui dis, au-delà de tout ce qu'on vient de parler au niveau des coûts d'acquisition et des valeurs long terme, moi, la première question que je te dis, à savoir si ton entreprise est vendable, c'est quoi ta proportion de revenus de clients existants versus ta proportion de revenus de nouveaux clients? Moi, j'ai acheté une boutique en ligne l'année dernière qui avait un tunnel de vente fantastique pour aller chercher les nouveaux clients, mais on n'avait aucun inventaire de d'autres produits pour augmenter la valeur long terme du client. Donc, qu'est-ce qui se déroulait dans ce cas-là? C'est simple, Jonathan. Si j'arrêtais la publicité, la musique arrêtait de tourner. Il n'y avait plus de vente qui se déroulait. Donc, ça, c'est excessivement dangereux, c'est-à-dire que tu es prisonnier d'une plateforme publicitaire pour continuer à exister. Et si, ultimement, la plateforme publicitaire décide de changer
le coût pour se publiciser pardonne-moi, sur sa plateforme où il y a un déchangement d'algorithme, t'es mal pris. Donc ça, c'est une des questions très importantes à se poser. Est-ce que ta proportion de revenus de clients existants est plus élevée que ta proportion de revenus de nouveaux clients? Et si tu n'es pas au moins sur un delta de 1 sur 3, donc pour chaque dollar de revenus de nouveaux clients que tu vas chercher, tu en génères 3 de clients existants, moi, c'est une business qui ne m'intéresserait pas, que je ne regarderais pas parce que je me dis c'est trop dangereux, je vais continuellement essayer d'aller faire de la publicité pour générer des nouveaux clients et mon infrastructure qui m'appartient, donc ma base de email, mes SMS et tout ça, ne me générera pas assez de revenus de clients existants. Un deuxième point à regarder, grosseur et qualité de la base email. Grosseur et qualité de la base email. Donc, si vous pensez vendre une boutique en ligne ou même acheter une boutique en ligne, ça, c'est un des points à regarder. Si vous avez un acheteur devant, un vendeur devant vous qui veut vendre sa boutique en ligne et qui a une base email de 50 000 personnes, mais qui a envoyé aucun email dans les 6 derniers mois, attention, ça veut dire ici qu'on n'a pas une base qui a été alimentée. Donc, il y a 2 points importants, la grosseur et la qualité. Et la qualité, c'est la fréquence que cette liste-là a été engagée dans les derniers mois. Point excessivement important à regarder. Et point important également à regarder si on se lance dans le e-commerce. Si vous êtes dans le retail et que vous voulez vous lancer dans le e-commerce, une des manières les plus simples de pouvoir se lancer dans cette structure-là, c'est de se dire, est-ce que nous, à travers les années, dans nos magasins, on a accumulé des données des emails de clients existants qui nous ont autorisés à leur faire du marketing? Et si la réponse est oui, et que vous possédez une liste de dizaines de milliers de personnes, mais que vous ne vendiez pas en ligne, pourquoi vous n'essayerez pas de simplement bâtir une petite page démontrant vos 3 meilleurs produits et vous envoyez un email à votre liste et vous regardez ce qui se déroule? Ça, c'est une des manières les plus simples pour voir si les gens qui achètent en physique peuvent finalement acheter en ligne. Donc, tu vois, ça s'applique si on veut acheter une boutique en ligne, ça s'applique si on veut vendre une boutique en ligne. C'est un actif à construire. Si on veut vendre une boutique en ligne, on risque d'avoir une prime premium si on a une bonne base email. Et ça s'applique également si on veut passer du physique au commerce en ligne. Donc, la qualité de la base de email est vraiment, vraiment très importante. Un autre point que je vois de plus en plus, la différenciation du produit. Les produits, il y en a tellement maintenant que si tu n'as pas une certaine différenciation et que tu n'en as pas plusieurs, c'est là que tu risques de perdre. Moi, ça a été mon plus gros apprentissage dans la dernière année. Jonathan, c'est les boutiques en ligne, comme n'importe quelle entreprise. On utilise cette expression en anglais, product wins. Aussi simple que ça. Si vous pensez que du bon marketing va être capable de régler des enjeux de mauvais produits, vous vous trompez. Vous devez avoir des bons produits, vous devez avoir des gens qui innovent autour de ces produits-là, chose que je me suis aperçu que je n'étais pas un innovateur de produits, mais comme qu'on a des forces et on a des faiblesses. Si vous ne possédez pas ça, ça va être difficile d'œuvrer dans le commerce en ligne. Et si vous voulez acheter une boutique en ligne et que la personne à qui vous l'achetez n'a pas cette intelligence-là à l'interne, n'a pas une infrastructure pour continuellement innover au niveau des produits, posez-vous des questions. La boutique en ligne peut fonctionner pour la prochaine année, mais on est dans un environnement où est-ce que le consommateur a tellement de choix que si vous n'êtes pas en train d'innover, vous risquez d'avoir des enjeux à ce niveau-là. Et peut-être le dernier point que je disais à mon ami qui me posait des questions à savoir si sa boutique en ligne était vendable, moi, c'est ce que j'appelle le attractive character, c'est-à-dire quelle est la personne qui promouvoit l'entreprise. De plus en plus, on le voit avec des boutiques en ligne, il y a des influenceurs, des porte-paroles qui sont souvent les propriétaires des entreprises. La question est, si tu achètes cette entreprise-là demain matin, est-ce que le attractive character vient avec l'achat? Et si la réponse est non, à quel point de ne plus avoir le attractive character impacte négativement ou positivement l'organisation? Donc ça, tu vois, c'est des questions que c'est des réponses que j'essaie de donner à mon collègue, mais qui s'appliquent également si on veut se lancer en ligne. Et je pense que ce sont des choses qui, on revient un petit peu à notre discussion initiale, sont importantes de regarder au tout début d'un achat, au tout début d'une vente d'entreprise et au tout début d'un lancement de projet si on veut passer du volet physique au volet en ligne. Vraiment intéressant. C'est tellement un univers que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas eu la chance d'ouvrir, mais c'est vraiment, tu sais, on est toujours à un clic d'un autre commerce électronique, là. Donc, comme tu dis, il faut que le produit soit unique, il faut qu'on soit capable d'avoir une récurrence, il faut qu'on ait vraiment... je trouve intéressant l'aspect de
du personnage qui est derrière tout ça ou des influenceurs aussi. J'avais pas vu cet aspect-là. Puis je pense dans le business case, ça doit être exploité aussi, cet élément-là. C'est est-ce qu'on va développer à ce moment-là un influenceur où on va approcher certains influenceurs qui vont représenter la marque pour l'amener à un autre niveau. Vraiment, vraiment intéressant d'avoir ce knowledge-là. Merci Antoine de le partager avec nous aujourd'hui. Ça revient un petit peu aux discussions qu'on avait sur les actifs numériques. Hein. C'est un univers en soi, tout le volet numérique, en ligne, vente, achat, lancement, etc. Et tu vois, plus que tu en fais, plus que tu commences à apprendre des choses. Moi, j'ai fait quelques petites transactions et déjà là, je me sens tellement plus armé pour mes prochaines transactions parce que là, je sais exactement quelle erreur ne pas répéter. Ta vision, ça va être de continuer à en faire ce genre de transactions-là ou tu prends une pause de ton côté? Je dirais que pour le moment, j'ai enlevé tout ça de mon radar parce que c'est très sexy, mais au final, ça prend beaucoup de temps. Et tu dois savoir que si tu payes pas excessivement, si tu payes pas un bon prix pour l'achat, peu importe comment tu le payes, est-ce que c'est un échange de services, est-ce que c'est avec de l'argent, tu vas te retrouver avec quelque chose qui sera pas assez mature. Et malheureusement, moi, c'est ce qui m'est arrivé un petit peu de mon côté. J'ai fait des petites transactions qui m'ont amené à des petits résultats. Et je suis très ouvert. Je suis même en discussion avec certains joueurs en ce moment. Mais cette fois-ci, ça va être des entreprises qui vont devoir générer au moins 500 000 à 1 million de dollars de profit par année parce que sinon, ça sera pas intéressant. Ça va être trop de temps. Donc, je dirais que mon intérêt est toujours là, mais la sophistication et la demande que j'ai envers ces entreprises-là va devoir avoir un standard beaucoup plus élevé parce que sinon, ça fonctionne pas. Sinon, ça fonctionne pas. Ça devient quelque chose. Ça pouvait fonctionner en 2016 ou en 2017. Tu pouvais te lancer puis facilement faire des ventes en ligne, mais l'environnement en ligne maintenant est rendu excessivement difficile. Donc, si ton produit ne se distingue pas, ça marchera pas. Ça marchera pas. Donc, c'est pour ça que je reviens. Et tu vois, ça revient un petit peu aux bases même de l'entrepreneuriat. Hein. Tu dois avoir un bon produit, tu dois avoir une bonne équipe, tu dois avoir un beau marché devant toi et si tout ça est mis en place, ça va fonctionner. Mais si tout ça n'est pas là, je vois difficilement comment tu peux avoir du succès. Donc, c'est moins magique que ce que ça l'a été dans les dernières années. On se rapproche plus, comme tu dis, d'entreprise traditionnelle en termes d'efforts à mettre, en termes d'avoir un bon produit, puis de faire ses devoirs, faire son business case. L'époque est un peu révolue de juste dire on se fait un commerce en ligne et on va générer des millions du jour au lendemain de manière facile. La même chose avec un SaaS ou une application mobile. C'est la même chose qu'on voit de notre côté. L'arbitrage publicitaire n'existe plus en 2023. Je pense qu'on aura beaucoup de nouvelles, mais ça va être pour un prochain podcast, à mon avis. Oui, sans problème, sans problème. On s'en reparle dans les prochains podcasts. Fantastique, Jonathan. Donc, on a fait un petit tour aujourd'hui pour les gens qui se posent des questions sur acheter, vendre des commerces en ligne ou peut-être même se lancer dans le commerce en ligne. Jonathan Léveillé, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.